Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les violences se poursuivent au Burundi. La population se plaint des actions commises par des membres de la police ou par des milices. La police, de son côté, dit traquer les insurgés. Au Burkina Faso, la commission électorale a commencé l'étude des candidatures aux élections législatives. Elles sont prévues pour le mois d'octobre 2015. L'opération de validation prend fin ce samedi. Le Cameroun a récompensé pour ses efforts dans la lutte contre la faim. Le pays a réduit de moitié le nombre de personnes sous-alimentées. C'était le premier objectif du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Mais d'abord, cela fait aujourd'hui 1 an, jour pour jour, que l'Organisation mondiale de la santé déclarait le virus Ebola comme urgence de santé publique de portée mondiale. Prise en charge tardivement par la communauté internationale, la fièvre hémorragique a été diagnostiquée chez plus de 27 000 personnes et fatale dans 3 786 cas, soit l'épidémie la plus meurtrière depuis sa découverte en 1976. Aujourd'hui, les instances sanitaires ont déclaré la fin de la maladie. Seuls 2 cas ont été détectés la semaine dernière. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza au Burundi, le pays continue à faire face à des violences. Dans la nuit du 5 au 6 août, 4 personnes ont été tuées à Bujumbura, à la capitale. La police dit traquer les insurgés alors que la population se plaint d'abus et de tortures commis par la police. Liselcia Kizimana. Le Burundi face à une flambée de violences meurtrières. Depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza en avril, puis sa réélection le 21 juillet 2015, le pays ne cesse d'enregistrer des morts. Dans la nuit de mercredi 5 au jeudi 6 août, 4 personnes ont été tuées à Bujumbura, la capitale burundaise. La population dénonce des bavures de la police ou des milices Imbonerakure en tenue policière. On a des rapports des Nations Unies, on a des rapports internes qui parle de la présence de milices et d'Imbonerakure, c'est avéré. Et on a parlé d'armement de ces milices-là. Donc déjà, il y avait une présence d'armes d'un groupe de gens, en tout cas, qui étaient proches du pouvoir et de la police. Et la crainte était qu'on ait une police privée, parallèle, qui est en uniforme d'État. Et aujourd'hui, le phénomène est qu'on a l'impression que la population aussi s'est mise à se protéger, puisque ne sait plus si les policiers sont des vrais policiers ou si c'est des miliciens qui appartiennent au parti au pouvoir. La police nationale se défend et l'affirme faire son travail avec professionnalisme, malgré les heurts qui conduisent parfois à des violences meurtrières. Le porte-parole adjoint de la police, Pierre Nkurikiye, assure que l'institution a déjà engagé des enquêtes afin de rétablir la sécurité dans le pays. Il y a eu toujours des enquêtes. Nous avons des cas de policiers qui ont été appréhendés. Nous avons des dossiers en cours côté police, comme nous avons également des personnes qui ont été appréhendées côté des et des objets qui ont été saisis, des armes qui ont été saisies de leur côté et des dossiers judiciaires qui sont en cours maintenant. Le 2 août, le général Adolphe Nshimirimana, homme fort du système sécuritaire burundais, a été assassiné. Le même jour, le correspondant de RFI a été molesté par les membres du service des renseignements et le lendemain, le président de la PRODH, Pierre Claver Mbonimpa, a été blessé par balle. Une situation qui inquiète de plus en plus la population burundaise et la communauté internationale. La prise d'otage de Sévaré, ville à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de Mopti, s'est achevée dans la matinée de ce samedi au Mali. Selon le gouvernement, le bilan est de 12 morts, dont 5 militaires maliens, 4 terroristes et 3 civils. Les terroristes s'étaient introduits jeudi soir dans l'hôtel Byblos de Sévaré, où logeaient plusieurs ressortissants étrangers. Un otage ukrainien était parvenu à s'échapper. Il évoquait la présence de touristes sud-africains et russes à l'intérieur de l'hôtel. C'est la 3e attaque en moins d'une semaine au Mali. Au Burkina Faso, l'étude des candidatures aux élections législatives prochaines a démarré. Le scrutin pour les législatives est prévu le 11 octobre 2015. La commission ad hoc de validation a lancé ses travaux jeudi 6 août à Ouagadougou. Emmanuel Milimono. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso étudie depuis jeudi 6 août les dossiers de candidature aux élections législatives du 11 octobre prochain. L'opération de validation de la CENI qui s'achève ce samedi 8 août prend essentiellement en compte les conditions administratives de participation à ces scrutins. L'appréciation de l'article 166 du Code électoral sur les conditions d'inéligibilité sera faite par la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer d'ici le 15 août 2015. L'idée, c'est de faire en sorte que le processus électoral aille jusqu'à son terme. La CENI n'a pas de moyens d'investigation.
La CENI n'a aucun moyen de contrôle. Nous publions donc les dossiers qui sont complets et qui ne font effectivement pas de problème. Si quelqu'un estime que tel ou tel mérite d'être invalidé sur telle ou telle base juridique, il va devant le Conseil constitutionnel. La Cour de justice de la CEDEAO a en effet demandé à l'État de faire des réaménagements dans le code électoral en vue de permettre à certains candidats de pouvoir participer au scrutin. L'article 166 du code électoral voté par le Conseil national transitoire excluait certaines personnalités politiques de la course, notamment celles ayant participé à des changements anticonstitutionnels sous le régime de l'ex-président Blaise Compaoré. Il faut se référer notamment au Conseil constitutionnel, étant donné que la CENI n'a pas forcément tous les pouvoirs dans ce domaine. À ce niveau-là, il faut une coopération entre toutes les institutions, notamment celles qui sont juridiques et qui rendent des décisions juridiques. Il va y avoir sans doute des réclamations et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir se référer au Conseil constitutionnel. Les décisions de la Commission électorale nationale indépendante seront ensuite transmises à la Cour constitutionnelle qui se chargera de la validation définitive des candidatures. Ces élections ont un enjeu important car elles marquent le début de la fin du processus de transition en cours dans le pays. Le président de la CENI a annoncé que la publication de la liste des candidats est prévue pour la semaine prochaine. Le Cameroun rejoint le rang des pays à avoir atteint le premier objectif du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Le pays a réduit la population souffrant de la sous-alimentation de 38,8% en 1992 à 15,4% en 2014. Une performance qui va au-delà du seuil de 19,4% fixé par la FAO. Narcisse Doumbé. Le Cameroun franchit un nouveau cap dans son combat pour l'éradication de la faim. Le pays a atteint depuis 2014, soit un an avant la fin de l'échéance, le premier objectif du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. Objectif qui consiste à réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées. Selon les derniers chiffres de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le nombre de Camerounais sous-alimentés est passé de 4,7 millions en 1992 à 2,3 millions en 2014, ce qui représente moins de 5% de la population. Ces efforts reconnus par la FAO ont été couronnés par un prix décerné le 8 juin 2015 dernier à Rome en Italie. Ce prix pour le Cameroun représente essentiellement un réveil. Ça veut dire que ce que nous faisons, c'est fait et les gens sont intéressés. Nous sommes suivis de part et d'autre, notamment à l'extérieur du Cameroun. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions maintenir le cap des actions entreprises depuis une dizaine d'années. Parce que l'objectif est pas seulement de réduire la faim, mais de faire que l'agriculture devienne une activité qui produit des richesses. Pour le gouvernement et les producteurs agro-pastoraux camerounais, cette performance est à mettre avant tout à l'actif du monde rural. Ce n'est pas le gouvernement tout seul, c'est avec la population qui est resté au village, qui a eu le courage de rester au village, ou qui a le courage de rentrer au village, parce que c'est aussi l'enjeu d'aujourd'hui. C'est un honneur pour nous, parce que normalement les prix décernés au Cameroun reviennent aux agriculteurs, éleveurs, aux agro-sylvo-pasteurs du Cameroun. Nous nous approprions que c'est notre prix et nous en sommes vraiment très fiers. C'est le résultat de la dure labeur des seigneurs de la terre du Cameroun. 72 pays en développement sur les 129 suivis de près par la FAO ont déjà atteint ce premier objectif du millénaire pour le développement. Le Cameroun fait partie des 29 qui ont atteint l'aspect le plus rigoureux de cet objectif, à savoir réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim. Prochain objectif pour ce pays considéré comme grenier de l'Afrique centrale, changer les habitudes alimentaires de ses citoyens afin de réduire les importations de certaines denrées alimentaires telles que le riz. Du sport pour terminer ce journal et suite à sa première assemblée constitutive et élective, l'Ivoirien bleu loulan Jean Charlemagne a été élu président de la Fédération internationale de Maracana. L'élection s'est déroulée ce mercredi 5 août 2015 au Togo, le pays qui abrite par ailleurs le 7 et le 8 août la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline des Gracias Podo. Après plusieurs années de réflexion, la Fédération internationale de Maracana, la FIMA, est enfin créée.
L'élection du tout premier bureau exécutif de l'organe en charge de diriger la discipline s'est déroulée ce mercredi 5 août 2015 à Lomé, au Togo. Sans surprise et à l'unanimité, Bleu Loulan Jean Charlemagne a été désigné président du Comité international transitoire pour un mandat de 10 ans. En appliquant les textes et règlements établis, les membres de cette association ont accordé leur confiance à l'Ivoirien pour qui ce jeu est avant tout fédérateur. À l'époque, quand ça se créait, nous étions encore au cours primaire pour certains. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est que quand nous finissons dans une région donnée, une région où toutes les disciplines ne sont pas pratiquées au niveau des compétitions, mais le Maracana est pratiqué. Nous avons organisé constamment depuis 2011 des compétitions nationales. Et donc ça permet à ceux du sud d'aller vers l'ouest, à ceux du nord d'aller vers l'ouest et dire aux gens de Diokwe, par exemple, pour ne citer que cette ville-là, que vous comptez pour la Côte d'Ivoire. La Fédération internationale de Maracana, nouvellement créée, ne compte pas encore beaucoup de membres. Il s'agira désormais de procéder à une opération séduction pour agrandir le cercle des actuels membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Canada, la Côte d'Ivoire, la France, le Guatemala, le Mali, le Maroc, le Niger et le Togo. La discipline au fil du temps s'est répandue sur le continent, voire au-delà, et même depuis 4 ans, une Coupe d'Afrique est organisée. La Côte d'Ivoire est prête actuellement à abriter le siège de la future Fédération internationale. Nous avons voulu, au départ en 2012, commencer par une confédération. Et les autres pays nous ont demandé de faire un peu comme la FIFA en 1904, les 7 et 8. Il y aura donc la Coupe d'Afrique de Maracana qui sera à sa 4e édition. Le trophée senior est détenu par la Côte d'Ivoire et le trophée vétéran est détenu par le Bénin. Entendez par senior la catégorie qui part de 35 ans et plus et par vétéran celle qui part de 45 ans et plus. Inventé par des jeunes Ivoiriens dans les années 70 qui se sont inspirés du jeu dans les favelas de Rio de Janeiro au Brésil, le Maracana est un jeu de moyenne surface. Chaque équipe est constituée de 6 joueurs et de 4 remplaçants. Les remplacements par contre se font comme au basketball. Un joueur peut retourner dans le jeu autant de fois qu'il le désire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.